s'il arrive une épidémie de grippe ou il arrive une épidémie d'une nouvelle infection respiratoire, comment on fait? Comment on gère ça? Donc moi, quand j'ai été au ministère et que j'ai fait mon rapport, je dis faites attention, je l'ai écrit, tout le monde peut le voir, ça a 20 ans, c'est online, faites attention, il n'est pas du tout impossible qu'on ait un de ces jours une épidémie, une infection respiratoire qu'on ne pourra pas contrôler, et donc il faut s'y préparer, et pour s'y préparer, il faut avoir des centres de ressources et de recherche qui soient clinico-biologiques pour gérer à la fois la contagion, le diagnostic, etc. Bon. Je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de la Santé de faire ça. Là, petit à petit, l'idée arrive. Alors, elle a émergé par un projet mixte scientifique et médical avec les IHU. On a construit cet IHU pour ça, pour répondre aux épidémies. Et donc, d'ailleurs, une des questions qui s'est posée, c'est est-ce que vraiment le centre de performance peut être en dehors de Paris? Et l'expérience montre que non. C'est en dehors de Paris, c'est comme toutes les décisions se prennent là au ministère, ou bien alors vous êtes disponible pour y être tout le temps, mais du coup vous êtes coupé de la réalité, ou bien alors vous êtes inaudible, même dans cette période où il y a des visioconférences. Donc il y a une vraie question d'organisation, on revient, vous voyez, à le problème de centralisation que l'on connaissait déjà depuis 1870. On sait que c'est pas comme ça qu'on gère les épidémies. Il faut une gestion de proximité. Toujours est-il que l'histoire de la grippe, partie de ma faute. Il faut faire attention, il faut être attentif, se préparer. C'est pas la peine de s'affoler, mais enfin, au contraire, la manière de ne pas s'affoler, c'est de s'entraîner, de se préparer. C'est comme ça que font les militaires, depuis longtemps. Et donc, en particulier, ça serait très important pour les gens qui font leur internat comme ça existait avant, que les gens aillent dans les pays dans lesquels il y a encore des maladies épidémiques, si vous voulez, passer 6 mois, 1 an. Moi, j'ai appris beaucoup en voyant les épidémies sur place à Tahiti. Les gens apprenaient beaucoup dans la coopération, le service militaire, la coopération, dans l'aide technique, en allant dans les pays dans lesquels il y avait encore des épidémies. Est-ce que ça a vraiment un intérêt dans la mobilité, d'avoir une mobilité en Angleterre ou en Espagne ou à Paris, ou est-ce que c'est pas mieux, quand on est clinicien, d'avoir une mobilité dans un pays dans lequel les questions cliniques se posent d'une manière différente, et l'organisation de manière différente. Donc la constitution d'une expérience est une chose qui est essentielle, c'est-à-dire que tout ne peut pas se gérer sur un ordinateur. Ça se gère avec l'expérience, en particulier la maîtrise de l'inquiétude, c'est l'expérience. Et donc, cet épisode est inquiétant, et puis, avec la communication qui file dans tous les sens, arrive, chaque fois qu'il y a une épidémie, arrive un surinvestissement dans les épidémies. Alors, la première épidémie qui vraiment va terrifier, aussi bien sur le plan symbolique que sur le plan de la nouveauté, ça va être la maladie de la vache folle. Ça, c'est en Angleterre. Ça ressemble beaucoup, la vache folle, c'est la même chose qu'une maladie qui avait été vue chez les hommes, qu'on appelle le kourou, qui était une maladie endémique, qu'on voyait très fréquemment chez jeunes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et comment la solution a été trouvée? Comme d'habitude, par la réflexion et le terrain. Donc un homme très intelligent, qui a eu le prix Nobel au moment où les prix Nobel avaient vraiment une signification, qui s'appelle Gajusek. Il va sur place et regarde qu'est-ce qui se passe de particulier pour qu'il y ait cette démence précoce chez les sujets qui ont 20 ans, deviennent déments, et pourquoi il n'y en a que là? Et il regarde, et il y a un rite dans cet endroit, c'est le cannibalisme du cerveau. Quand les gens meurent, on mange leur cerveau, pour prendre leur force, leur intellect. Donc c'est un cannibalisme rituel, Et donc, il fait le lien entre, tiens, c'est parce qu'ils mangent le cerveau qu'ils attrapent quelque chose. Et donc, ils regardent le cerveau. À l'époque, on ne trouve pas ce que c'est. Quelques années plus tard, un investigateur, là aussi extrêmement original, qui s'appelle Prusiner, qui a eu aussi un prix Nobel mérité, va découvrir ce qui semblait impossible, c'est qu'il existe une transmission de l'infection qui ne se fait pas par des virus ou par de l'information génétique, mais par des protéines. Ces protéines entraînent un changement de conformation des protéines qui sont leurs voisines, elles les font changer, et ce changement-là, de ces protéines, quand elles sont dans le cerveau, fait que le cerveau ne fonctionne plus. Donc de manger ces protéines, et en particulier celles qui se promènent dans le cerveau, pas le faire. Et il va y avoir 2 conséquences. Une conséquence chez nous, et dans toute l'Europe, qui est que quand on va utiliser des produits qui viennent du cerveau, c'est-à-dire faire un cannibalisme
non voulus, eh bien on va faire des équivalents, on va faire des courroux. Ça va exister dans 2 domaines. L'hormone de croissance. Qu'est-ce qui se passait pour l'hormone de croissance? On prenait des hypophyses de bébés qui étaient morts. On faisait une mixture. Donc l'Institut Pasteur a été très longtemps poursuivi pour ça. Et une fois fait cette mixture, on injectait ces extraits d'hypophyse dans lesquels il y avait de l'hormone de croissance. Et dans un certain nombre d'entre eux, eh bien, il y avait ce prion, c'est-à-dire cette protéine anormale. Et donc les gens faisaient ce qu'on appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est-à-dire cette maladie à prion qu'on a découvert chez nous, qui était l'équivalent du courroux. Et puis l'autre manière de faire du cannibalisme, c'était de faire des greffes de méninges. Donc chez les gens qui avaient été traumatisés, pour lesquels il fallait remplacer une partie des méninges, on prenait les méninges sur les cadavres et on leur greffait les méninges. Et là aussi, c'était dans le cerveau. Et donc en faisant ça avec les méninges, eh bien, il y a des gens qui faisaient Creutzfeldt-Jakob après les greffes de méninges. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas jusque-là, mais c'est encore une fois une conséquence du cannibalisme. Hein, c'est la même chose. C'est le cannibalisme du cerveau, médié éventuellement par la médecine, qui a même amené à faire ça. Et puis, commence à se découvrir des maladies de ce type-là, c'est-à-dire des démences précoces, progressives, chez les animaux. Donc, un, chez le mouton, c'est la tremblante de mouton. Et 2, chez les vaches, qui devenaient là aussi démentes. Donc, c'est la maladie de la vache folle. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour la maladie de la vache folle? Eh bien, il s'était passé la même chose qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais les gens qui avaient les techniques les plus rapides ou les plus performantes d'élevage de vaches, c'était les Anglais. Et donc, ils avaient fini par les nourrir en les rendant cannibales. C'est-à-dire que quand vous aviez fini avec une vache, vous preniez tout ce qui restait, vous le mouliniez, on fait de la poudre, hop, on donne aux vaches. Et bien entendu, ça a une valeur nutritive remarquable. C'est plein de protéines, c'est plein de tout ce que vous voulez. Et donc, ces vaches étaient devenues cannibales, en pratique. Et donc, quand elles sont devenues cannibales, ben, il est arrivé ce qu'il arrive aux cannibales. Si vous leur donnez la moelle et la cervelle, eh bien, elles font des affections à prion, des encéphalites à prion. Quand on découvre ça, à la fois, ce phénomène extraordinaire, du coup, les gens commencent à dire, mais attendez, ça c'est les vaches. Alors, les gens disent, très bien, je n'ai plus mangé de vaches. Mais quand on se rend compte de tout ce que l'on fait avec les vaches, et tout ce qu'on fait avec les viandes, on se rend compte qu'en réalité, des extraits de vaches, un peu partout, on s'en sert. Puis après, les gens se rendent compte que, en réalité, les extraits de viande, il y en a dans une quantité de choses. Par exemple, la gélatine, essentiellement c'est du porc, éventuellement c'est du bœuf, et donc les gens se sont rendus compte, il y a des gens chez qui le porc est interdit. Les musulmans, les juifs pratiquants, les végétariens, ils ne veulent pas manger de porc ni de vache. Et d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait toute une série d'aliments, en particulier tous les bonbons, les bonbons sont faits avec des extraits animaux. Étaient faits tous avec des extraits animaux. Alors, parfois des porcs, parfois des vaches. Mais enfin, en tous les cas, c'était pas... ils n'étaient pas censés manger des extraits animaux en mangeant des bonbons, ou en mangeant des gâteaux, ou en mangeant... Ouais. Donc il y a la signification symbolique du fait que les gens apprennent du jour au lendemain qu'ils mangent des animaux alors qu'ils ne savaient pas, ça a un écho considérable. Et puis là-dessus, quand vous commencez comme ça à avoir des terreurs, il y a des opportunistes de la terreur qui s'y greffent. Alors le plus grand spécialiste mondial de l'opportunisme de la terreur, il s'appelle Ferguson, il est à Imperial College, et donc à chaque fois qu'il y a une épidémie, une suspicion d'épidémie, il annonce quelques millions de morts, il terrifie les gens, et donc les gens sont terrifiés par ça, et pof, on prend des mesures drastiques, donc il est promis, y compris dans les meilleurs journaux qui n'ont jamais honte d'ailleurs de ressortir des études aussi fantasques par le même bonhomme quelques années plus tard, hein, ça ressort tout dans Nature, ça, donc, très bien, et donc il explique qu'il va y avoir des centaines de milliers de morts en Angleterre, il y aura quelques centaines de morts, parce que quand on va arrêter de leur donner à manger, ça va s'arrêter, puis voilà, il va abattre une quantité d'animaux absolument considérable, et tout ça va s'arrêter. Mais c'est la première fois où on voyait une émotion pareille, extraordinaire, donc avec des gens qui du coup sont devenus, pour le moment, végétariens de peur de trucs. Moi, j'ai un collègue, professeur de médecine interne, qui a dit écoutez, maintenant je ne mange plus de viande. Donc, quand on lui demandait un conseil, vous voyez,
demandé un conseil en termes scientifiques et il a répondu avec une émotion dénuée de tout fondement scientifique. Ça passe pas dans les muscles. Hein. Donc il faut manger soit les os, soit le cerveau, soit peut-être le thymus, c'est possible. En tout cas, du coup, on n'a pas pu manger de riz de veau pendant un certain nombre d'années, vous voyez, parce que c'est le dernier que l'on a réservé. Donc c'est intéressant de voir cet emballement à partir de ça. L'emballement suivant, et du coup, qui est expliqué là aussi pour de multiples raisons. Les vétérinaires, souvent, n'ont pas exactement la même perception que nous des maladies infectieuses. Les vétérinaires sont probablement moins... D'abord, ils sont moins étonnés par la barrière d'espèces et ils sont plus convaincus que c'est facile de faire de la barrière d'espèces. Donc, ils croient plus que... c'est pas si simple. En particulier, on peut bien infecter, les zoonoses, c'est fréquent, on peut infecter un homme avec un virus ou une bactérie d'animal. Faire une épidémie, c'est une autre paire de manches. On ne sait pas du tout comment ça marche, les épidémies. C'est une complexité extrême. Et les épidémies interhumaines, on n'a pas la moindre idée de la manière dont ça marche. On l'a bien vu là dans les différentes situations. C'est très très complexe. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas quel est le rôle du froid. On ne sait pas quel est le rôle. Vous voyez que toutes les décisions, on y reviendra sur le Covid, qui ont été prises dans les épidémies au nom de ce qui apparaissait du bon sens, entre guillemets, le bon sens sur les choses qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas. Hein. Donc, j'en disais, vous avez vu, il y a encore un débat actuellement, est-ce que le masque sert pas. En tout cas, il n'y a pas d'évidence que les gens qui portaient le masque sont moins infectés. Il y a encore de sortir une étude énorme. Les gens qui portaient les masques n'étaient pas moins infectés que ceux qui n'en avaient pas. Donc, c'est pas la peine de mettre en prison les gens qui n'avaient pas de masque sur des bases qui n'étaient pas des bases scientifiques, mais des bases déductrices. Vous voyez ? C'est ce que je disais au départ de cette réflexion sur la science. C'est une déduction, si vous voulez, si on a un masque, on n'attrape pas ça. Donc, il n'y a pas d'expérience de ça. Et moi, j'ai y compris les gens qui portaient... il y avait ici un collaborateur qui portait un masque qu'on porte dans les P4, un truc comme ça, avec la respiration derrière. Il a attrapé le Covid, il s'est vacciné, il a attrapé le Covid quand même. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que cette espèce de logique simple est une logique qui fonctionne. La seule chose qui avait été démontrée dans ça, comme pour les infections respiratoires en général, c'est le lavage des mains, le passage des mains à l'alcool, le lavage des mains, ça, parce que c'est très intéressant, ça aussi c'est observationnel. Vous savez, moi j'avais revu un papier pour le Lancet, une étude extraordinaire qui a été faite au Pakistan, dans lequel ils avaient analysé des îlots de foyers, dans lequel ils avaient évalué le rôle de l'hygiène pour éviter les infections digestives. Ce qui a un sens, on sait que c'est vrai, on appelle ça des infections manuportées. Très bien. Et donc, il y a un groupe à qui ils donnent des savons. Heureusement, ils avaient trouvé, c'était payé par Johnson & Johnson, qui est le plus grand truc, et ils essayaient le Johnson & Johnson contre du savon ordinaire, peut-être de Marseille d'ailleurs, et contre rien. Donc, il y avait 3 groupes. Et ils regardent, et comme contrôle, ils prennent une maladie qui n'est pas manuportée, qui sont les pneumopathies. Et ils regardent le résultat. Et effectivement, ils leur disent un bain par semaine, le lavage des mains 3 fois par jour. Très bien. Ils regardent au bout de ça, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient qu'il y a 30% de moins d'infections digestives, mais il y a aussi 30% de moins d'infections respiratoires. C'est-à-dire qu'ils découvrent que les infections respiratoires sont aussi manuportées. C'est ça qu'ils découvrent. C'est aussi lié à l'hygiène. Alors on savait déjà que ces infections respiratoires étaient liées à la taille des logements. Plus les logements sont larges, moins il y a de transmissibilité. Ce qui fait sens aussi, mais ça a été prouvé. Mais là, c'était la première preuve que l'on avait de ça. Et du coup, on dit, mais attendez, ça maintenant on sait que c'est manuporté. Ça, c'est du savoir. Le masque, c'est pas du savoir. Hein. Le seul savoir qu'on a eu sur le masque, c'est au moment du premier SARS, c'est dans le personnel de soins, mais le personnel de soins, il y a quelques centimètres de gens qui sont malades et qui touchent dessus. D'accord ? Donc cette transmissibilité, c'est même la rare transmissibilité interhumaine directe qu'on est dans la peste, c'est la même. C'est quand les gens sont mourants, qui sont pleins de bacilles pesteux, quand vous êtes à 30 cm d'eux qui vous toussent dessus et que vous n'avez pas de masque, vous avez une possibilité, pas tellement fréquente d'ailleurs, mais d'attraper la peste. Donc ça avait été montré à Toronto. Si vous avez des masques de protection, quand vous soignez des malades qui toussent et qui avaient le premier SARS, vous êtes protégé. Donc c'est la seule démonstration que l'on est réel, en monde réel, pas en monde déduit.
Vous voyez, je pense qu'il faut toujours faire cette différence entre le monde réel et le monde déduit. Le monde déduit, il est beaucoup plus facile à comprendre dans les ministères, vous voyez, que le monde réel, puisqu'ils n'ont pas d'accès au monde réel. D'accord ? Et donc c'est seulement a posteriori que les études arrivent, et encore dans les études, il faut se méfier parce qu'il faut savoir quel est le but de l'étude. Est-ce qu'elle a un but ou est-ce que c'est juste de l'observation ? Parce que les buts biaisent bien sûr le résultat final. Toujours est-il que dans cet épisode, le leader des infections respiratoires, un grand scientifique, Oosterhuis, hollandais, est un vétérinaire, il pense qu'on peut parfaitement déduire toute l'histoire de la grippe à partir d'un modèle qui est le modèle du furet. D'accord ? Il dit le furet est le même récepteur que l'homme, et donc le furet c'est le modèle de la grippe. On peut tout étudier avec ça, la transmissibilité en mettant les cages plus ou moins loin, la gravité, si c'est grave chez le furet, c'est grave chez l'homme. Tout ça c'est des théorèmes, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez a posteriori, si vous savez la gravité que vous mettez chez le furet et que par hasard le furet est plus malade, vous allez dire le furet est un modèle universel de la grippe, mais bien entendu c'est une déduction, c'est pas vrai. Pour savoir si la grippe est grave chez l'homme, il faut l'observer chez l'homme. On ne peut pas le faire autrement. Très bien. Mais c'était le modèle. Et puis, quelques cas de grippe aviaire, une épidémie de grippe phénoménale survient chez les oiseaux d'élevage. Je vous rappelle que les oiseaux à la surface de la Terre, c'est que 90% sont des oiseaux d'élevage, des poulets. Les oiseaux sauvages représentent une infime minorité des oiseaux actuellement. La majorité des oiseaux sont des oiseaux d'élevage. L'immense majorité. Et donc, quand vous avez des épidémies, vous avez un truc merveilleux pour avoir une épidémie chez les oiseaux. Vous mettez des élevages de poules dans lesquels vous avez 10 000 poules qui sont toutes collées les unes contre les autres. Si vous lâchez un virus là-dedans, vous avez toutes les bestioles qui sont là-dedans. Et puis, pour peu qu'il y ait un autre oiseau qui, lui, est migrateur ou libre, qui vienne picorer là et qui attrape le même virus, il va faire exactement ce qu'est le principe des épidémies, une concentration d'une espèce à un endroit donné, et puis des voyages d'une ville, là c'est une ville poulailler, c'est une ville de poules, il y a un oiseau qui va passer de l'un à l'autre, c'est comme un marin ou comme un aviateur chez nous, qui va aller d'un endroit à l'autre et qui va le transmettre. Il y a à cette énorme épidémie de poules, alors les vétérinaires, ils ont une approche de ça qui est très différente des humains, c'est ils tuent tout l'élevage, et donc ils espèrent contrôler comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est comme ça qu'on faisait pour la fièvre afteuse, comme ça qu'on faisait, voilà. On tue tous les animaux, puis on arrête les choses. Mais du coup, en particulier par des gens qui étaient dans l'environnement immédiat des poules, il commence à y avoir des cas humains, de zoonoses, donc. Et ceux dont on fait le diagnostic, et c'est très souvent, pratiquement tout le temps, comme ça qu'on découvre une nouvelle maladie infectieuse, c'est parce qu'elle est grave. On ne reconnaît que dans les premiers cas, que ceux qui sont mortels. Parce qu'ils attirent l'attention. Quand les gens meurent de quelque chose qui est inconnu, il y a des investigations qui se font. Et si en plus, vous avez quelqu'un qui a soigné quelqu'un qui est mort d'une maladie inconnue, qui devient malade, alors là, on sait que c'est contagieux, puisque le malade l'a transmis, et on a peur parce que c'est grave. D'accord ? Et donc c'est comme ça qu'on découvre les choses. En réalité, c'est comme ça qu'a été découvert le SARS, par exemple. Et donc, il y a quelques cas de transmission de grippe aviaire. Il y a 2 grands variants de grippe aviaire qui vont commencer à circuler. Mais en réalité, cette grippe aviaire commence à terrifier tout le monde. Et puis après, tout le monde s'y branche. C'est la même chose que le Covid, mais raté. Les gens commencent à faire des vaccins. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ensuite, Oosterhuis aurait des problèmes. Parce qu'à la fois, il conseillait l'État, et c'est lui qui fabriquait les vaccins. Et donc, il y a une confusion des gens, là, qui est typique de conflit d'intérêts. Il finit par être lié avec ça. C'est dommage, parce qu'il méritait, lui, c'était un vrai candidat au prix Nobel, parce qu'il a découvert des virus, le métapneumovirus, le premier qui est cultivé, analysé, le MERS corona. Donc, c'est un grand scientifique, un grand virologue, et c'est dommage qu'il soit pris un peu les pieds dans le tapis en étant conseiller de quelque chose qu'il fabriquait lui-même. C'est un peu comme Bill Gates, on peut dire, finance les vaccins qu'il recommande. Donc,
de l'autre main. Donc ça amène à une confusion des genres dont souvent les gens pensent qu'ils sont de très bonne foi, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas croire en ce que vous faites. C'est comme ça, c'est contraire à toute la démarche humaine. Si vous faites quelque chose en pensant que c'est utile, quand vous le conseillez, vous ne pouvez pas penser que c'est un conseil intéressé, puisque vous croyez que c'est utile, donc vous donnez un conseil, mais du coup vous êtes plus neutre, et il faut avoir un peu de recul avec ça. C'est très complexe de le faire comprendre même aux gens. Les gens sont très surpris quand on dit qu'ils ont un conflit d'intérêt. Ils disent mais je fais ça parce que c'est bien, et donc je vous conseille de faire ce que je crois être bien. Hein, donc c'est pas à lui qu'il faut demander conseil. Il faut demander à quelqu'un qui ne le fait pas, pour savoir si c'est bien ou pas bien. C'est pas... Et donc cette folie de la grippe aviaire rentre, et cette grippe aviaire commence à poser un problème technique extrêmement intéressant qui va laisser des traces. C'est pour ça que je dis souvent les parents ont mangé des raisins trop verts et les enfants ont les dents agacées. Donc souvent on fait une bêtise qu'on paye ultérieurement. Et là, ce qui se passe avec la grippe aviaire, c'est que jusqu'au moment de la grippe aviaire, pour produire le vaccin, très très rapidement, ce qu'on utilise, puisque en particulier c'est des virus qui atteignent les oiseaux, ce qu'on utilise, ce qui est le meilleur, la meilleure manière de cultiver, c'est les œufs embryonnés. Donc on prend des œufs embryonnés, on les occupe. Moi j'ai fait ça beaucoup pour le rickettsia pendant des années. C'était le meilleur moyen de les cultiver avant qu'on fasse des cultures cellulaires. Très bien, et ça produit des quantités considérables. Et donc le vaccin contre la grippe est fait pour ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention aux allergiques quand on fait vaccin contre la grippe, parce qu'il peut rester de l'œuf dedans. Si vous êtes allergique aux œufs, il faut faire attention pour la vaccination contre la grippe. Très bien, mais là, on ne peut pas faire de vaccin. Là, on ne peut pas inoculer les œufs embryonnés, parce que c'est un virus ultra pathogène pour les oiseaux. Donc, ça tue les œufs embryonnés. Et donc, le virus n'a pas le temps de pousser, donc il faut trouver quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, pour le virus de la grippe aviaire, ça va être, des cultures cellulaires, c'est-à-dire un prix 10 fois plus important. Donc, il va falloir trouver, en plus des adjuvants, des choses qui vont renforcer l'activité de la réponse immunitaire, en particulier avec des dérivés de cholestérol dedans. Ce qui a comme inconvénient, ça fait très mal. Quand on injecte un produit huileux, ça fait beaucoup plus mal que un produit huileux. C'est pour ça que les vaccinations qu'on a fait. Et donc, on commande, pour se préparer, on commence à faire une commande colossale de vaccins contre la grippe aviaire. Non seulement c'est pour les animaux, mais pour les hommes, en se disant, la grippe aviaire va arriver pour les hommes. Et donc, à qui on demande s'il va y avoir la grippe aviaire, et qu'est-ce que ça fait? On demande à la grippe aviaire, est-ce que ça va être la grippe aviaire, ça va aller chez les hommes? Oui, etc. On se dit oui, on a essayé, ça marchait le furet. Bon, très bien. Ensuite, on demande, est-ce que ça va être grave? On se tourne chez Ferguson, qui avait annoncé, c'est toujours le même, qui avait annoncé centaines de milliers de morts. Il dit oui, des millions. Bon. Très bien, il dit, voilà, écoutez, on va faire un scénario. Moi, je me rappelle, j'étais parti du conseil scientifique national de veille sanitaire à l'époque, où Jean-François Mattei m'avait obligé d'aller là-dedans, qui était l'équivalent de Santé publique France maintenant. Et il avait sorti ce truc, je me rendais compte que c'est un roman qui raconte. Il dit si ça commence en Thaïlande, et puis si ça part là, et puis si le R0, c'est-à-dire le nombre de cas infectés par personne infectée est de temps, eh bien on aura tant de millions, on va avoir des millions de morts. Voilà, très bien. Et donc, on commence des commandes et on mandate les gens pour faire des vaccins, d'accord, très cher, parce que c'est des vaccins sur culture cellulaire qui serviront jamais à rien, d'accord. Et bien entendu, les gens qui fabriquent des vaccins ne peuvent pas fabriquer des vaccins s'il n'y a pas une garantie que l'État... Donc c'est là qui est un des problèmes. Vous faites des vaccins à condition que l'État les recommande ou les achète. Vous n'allez pas vous lancer à investir des centaines de millions d'euros ou de dollars à faire quelque chose dont personne ne veut. Donc là, c'est pas des études. Vous pouvez pas faire une étude de marché là-dessus. Vous êtes bien obligé. C'est un des problèmes de complexité de la décision politique et des relations de la politique avec l'industrie pharmaceutique, c'est que vous avez des clients uniques. C'est les politiques, vos clients. C'est eux qui décident. Donc si eux ne décident pas à l'avance de dire, écoutez, je vous fais une commande de ça, vous ne le faites pas parce que vous n'allez pas prendre un pari de plusieurs centaines de millions qui dépendra du bon vouloir à un moment du ministre ou du directeur général de la santé. Vous voyez ? Donc à l'avance, et donc si vous avez convaincu, ou si c'est convaincu celui qui a la situation de décider, il paye, s'il n'est pas convaincu, il ne paye pas.
Et donc, éventuellement, il achètera secondairement, mais avec un peu de chance, il aura une ristourne s'il a payé avant, il n'aura pas de ristourne s'il n'a pas payé avant. Et donc, c'est extrêmement complexe, le vaccin, parce que, bien sûr, c'est toujours une décision politique, le vaccin. Donc, vous n'allez pas faire un vaccin si le politique n'est pas convaincu. Donc, à la différence des médicaments, encore que maintenant, on voit que, de plus en plus, la NSM peut bloquer des médicaments en dépit du fait qu'ils ne sont ni dangereux ni toxiques, mais jusqu'à présent, les médicaments, la cible, c'était les médecins. C'est les médecins ont une liberté de prescription, donc à partir du moment où le médicament est disponible, ils font ce qu'ils veulent. Alors là, les gens essaient de revenir beaucoup dessus, ce qui était le principe même de la liberté médicale. Mais pour les vaccins, si vous n'avez pas l'accord de l'État, alors, pour les recommandations, aux États-Unis, ils sont recommandés non remboursés, ou à moins que vous ayez une assurance, mais nous, à chaque fois qu'on recommande, on rembourse. Donc, il faut que ce soit l'État qui décide. Donc, l'État fait une commande de vaccins qui ne serviront jamais à rien.